Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat présidentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a été pénible à regarder pour vous? Est-ce que... dites-moi. Oui, pénible parce que pardon, c'est un peu le reflet de l'image qu'on peut avoir et que peuvent avoir un certain nombre de citoyens que je croise régulièrement de la politique, en tout cas de la classe politique. C'est-à-dire qu'on ne va pas assez sur le fond, il n'y a pas assez de débats sur les alternatives et c'est un peu, ça ressemblait un peu à des disputes de cours d'école, quoi. Donc il est navrant ce débat présidentiel? Oui, je pense que ça ne rehausse pas l'image déjà bien ternie que peuvent avoir les citoyens de la classe politique et non pas de la politique. Vous avez vu deux présidents autour de la table? Parce que beaucoup ont dit que Marine Le Pen avait tiré le débat vers le bas. C'est votre sentiment aussi? Écoutez, j'ai vu deux prétendants, avec évidemment une candidate du Front National à l'image de son parti depuis qu'il existe, qui promeut la division, l'exclusion, parfois même la haine. Et en face, j'ai trouvé qu'il y aurait eu besoin d'avoir plus, de prendre plus de hauteur dans ce débat et de parler plus de perspectives. Après, on pourra discuter de ces propositions, mais en tout cas, travailler sur des projets qui intéressent les Français et pas ces chamailleries, le mot est faible d'ailleurs, tels qu'on les a Oui, vécus. c'est un euphémisme. On a oui, vraiment... faut rester, la violence, la brutalité, encore une fois, ça vous a mis de ces échanges, ça vous a mis mal à l'aise? Moi, c'est mon cas, j'étais mal à l'aise. Oui, non, mais effectivement, enfin, on attend autre chose. Enfin, il y a des problèmes très importants dans ce pays, très importants, qu'ils soient économiques ou sociaux, et on est arrivé je vous dis, à des chamailleries de cours d'école, et parfois elles doivent être moins violentes. C'est pas ce qu'on attend de prétendants à la présidence de la République. Donc le débat de fond, pour vous, il a été occulté? Oui, mais on l'a pas eu, ce débat présidentiel? Je pense que, en tout cas c'est ce qu'on pense à la CGT, que sur un certain nombre de questions, il n'y a pas eu assez, on n'a pas poussé assez loin les réponses proposées, les alternatives proposées sur la question du chômage. Mais par exemple sur la question du travail, parce que les candidats confondent souvent la question de l'emploi et du chômage et la question du travail. Il y a un mal-être au travail important dans ce pays, des salariés qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas bien faire leur travail, parce que les conditions de travail se sont dégradées. Bien ça, cette question-là, elle n'est jamais venue. On pourrait parler des questions environnementales qui se sont peu à peu atténuées. Il ne faut pas que le débat politique, en tout cas ces débats-là, soient en fonction de mode ou des questions de communication. Il faut traiter des vrais problèmes. D'après un sondage ELAB qui est tombé juste après le débat, 63% des Français ont trouvé Emmanuel Macron plus convaincant que Marine Le Pen. Est-ce que vous faites partie de ces 63%? En tout cas... sans qu'il n'y a pas à répondre. Non, je réponds à toutes les questions. En tout cas, il a essayé, qu'on soit d'accord ou non avec ses propositions, de parfois revenir à des sujets un peu plus passionnants que la teneur du débat. Des noms d'oiseaux qui ont été échangés. Par exemple. Est-ce que c'est un débat, selon vous, après on passe à autre chose, qui est de nature à éclairer les indécis? Sont nombreux, les indécis, cette année. 18% nous a dit l'Institut ELAB hier sur ce plateau, qui n'ont pas encore arrêté leur choix. C'est de nature à éclairer ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Et ça pousserait plutôt à s'abstenir ou à voter plutôt d'un côté ou de l'autre? Je suis même inquiet. Enfin, j'ai croisé quelques personnes après le débat, notamment hier. C'est plutôt un débat qui donne envie de s'abstenir, malheureusement, vu la qualité ou la mauvaise qualité de ce débat. Et donc, vous voyez, quand on culpabilise, parce que j'ai entendu quelques propos culpabilisant les citoyens, alors ils ont beaucoup voté, mais les hésitants, etc. Et quand on donne une telle image de la politique, faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des gens qui disent « mais en tout cas, ça sert d'aller voter ». Vous voyez. Donc, il faut remettre les responsabilités là où elles doivent être mises. Un petit mot sur la sortie de l'euro. Est-ce que vous êtes au clair? Vous avez compris un peu où elle veut en arriver, Marine Le Pen, entre la suppression de l'euro, la monnaie commune, la double monnaie en circulation? Je crois que
Bon, c'était confus, beaucoup plus que des imprécisions, des contre-vérités. Mais la question, c'est pas la sortie de l'euro, c'est pas la remise en cause de l'Europe, c'est quel avenir pour l'Europe. C'est ça qui intéresse aussi aujourd'hui. Elle dit on veut retrouver la souveraineté monétaire pour justement avoir un franc moins cher, exporter plus. C'est son Le discours, Front National, comme il veut exclure tout le monde, je sais bien que c'est à la mode les murs en ce moment sur la planète. Vivre replié sur soi, ne pas s'ouvrir aux autres, c'est très à la mode. Nous, on prône un monde plus fraternel, plus solidaire, où on s'enrichit de la culture des autres, on s'enrichit de l'expérience des autres. Donc c'est un retour sur le passé. Mais par contre, la vraie question, c'est pourquoi il y a un tel rejet des institutions européennes, quelque chose qu'on nous avait vendu, entre guillemets, comme pouvant faire le bonheur des citoyens. C'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Et de ce point de vue-là, ni l'une ni l'autre n'ont vraiment abordé le fond de ces questions. L'Europe sociale, ils n'en ont pas parlé. Bon, un mot sinon, parce qu'on manque de temps, un mot sur cette trentaine d'élus, de militants, de secrétaires nationaux de la CGT qui ont appelé clairement à voter Emmanuel Macron dans une tribune publiée dans l'Humanité, des élus CGT qui pour le coup la vont plus loin que vous, qui appelaient uniquement à faire barrage à l'extrême droite. Cette démarche en parallèle, elle ne vous dérange pas ? Écoutez, je pense que la position de la Confédération Générale du Travail est très claire. Aucune voix pour le Front National et une incitation aux citoyens d'aller voter. Parce que le droit de vote, faut-il le rappeler, il y a des tas de personnes dans le monde qui en rêvent. Donc en gros, la consigne, si on comprend bien, c'est voter blanc, voter Macron. Après, implicitement. Aucune voix pour le Front National et aller voter. Après, quand on est à la CGT, on reste citoyen. Vous voyez, on n'est pas une armée sous les ordres d'un général mexicain. Il m'a un petit clin d'œil à la moustache, qui obéissent aveuglément. Nous, on revendique le fait d'être citoyen et donc les avis s'expriment et ce n'est pas un problème au sein de la CGT. Pourquoi, encore une fois, vous me voyez venir, pourquoi ne pas faire comme Laurent Berger qui a appelé clairement à voter Emmanuel Macron tout en disant c'est pas un chèque en blanc, c'est pas un chèque en blanc. Et il refuse, il dit cette ambiguïté de ceux qui n'appellent pas clairement à voter Macron. Il dit l'abstention c'est une demi-voix, demi-voix pour Marine Le Pen. Je pense qu'il faut maintenant réagir vigoureusement. Laurent Berger. Collectivement. C'est le sens de notre déclaration. Pourquoi ? La vraie question c'est pourquoi 15 ans après, que le père soit arrivé au deuxième tour, la fille y arrive aussi. Et le succès de Jacques Chirac avait été sans discussion, 82%. Et 15 ans. On avait un front syndical, donc, unitaire. Est-ce que tous les 5 ans, tous les 10 ans, on va se réveiller le soir du premier tour, ou maintenant il est temps et urgent de se poser la question dès lundi. Plus jamais ça. Donc c'est de ça qu'il faut discuter, parce que sinon, ça va revenir, et peut-être plus gravement. Donc, comment on s'intéresse au fait que autant de gens votent Front National, plutôt que de s'affoler. Là, vous me parlez des racines, c'est très intéressant. Les racines, comment on arrive là? Sauf qu'aujourd'hui, il y a une autre position. Juste, il attend Laurent Berger, pardon, c'est pas une question de raison ou tort, c'est de dire finalement, sans donner un chèque en blanc, il appelle clairement à voter Macron. Laurent Berger et la CFDT font ce qu'ils veulent. Moi, je m'occupe de la CGT, ça fait déjà pas mal de boulot. La chose qu'on dit, et je pense qu'il est urgent d'y répondre, c'est est-ce qu'on attend maintenant, dans 5 ans, et avec un réveil peut-être plus douloureux? C'est ça la vraie question. Et donc, il faut, ce que je vous disais tout à l'heure, que ceux qui ont conduit ces politiques pendant 15 ans ne nous disent pas il faut que ça soit un vote massif, etc. Parce qu'on l'a déjà eu, l'expérience. Et ça Jacques Chirac n'en a pas tiré toutes les conclusions non plus avec un gouvernement de droite. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Parce que le président actuel, il s'appelle François Hollande. Les trois. Donc, parce que sinon, on va nous refaire le coup. Mais il n'a pas été élu François Hollande face à Marine Le Pen. D'accord, mais... La configuration politique n'était pas la même. D'accord, mais il fait partie de la succession de présidents qui font qu'on en arrive aujourd'hui à cette situation. Donc, il faut évidemment faire barrage très fort. Et de ce point de vue-là, dans ce débat, d'ailleurs, vous l'avez noté, elle a cité un syndicat, Marine Le Pen.
Ah ouais. Comme à chaque fois. Elle vous tape souvent dessus, même en meeting, elle vous tape dessus. Bien sûr, et elle nous insulte même. Donc nous accuser de complaisance, comme parfois certains veulent le faire, c'est absolument irrecevable. C'est pas vous, mais il y a certaines sections, vous le savez, de la CGT qui ont appelé à faire battre les deux finalistes de la présidentielle. Justement, qu'est-ce que vous dites, vous, Philippe Martinez, à ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est la même chose? Ni fasciste ni libéral, quand on entend ça. Ça vous choque? Ah oui, je suis très choqué. D'ailleurs, je l'ai fait savoir à ceux qui l'écrivent ou qui le disent. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que la CGT n'a aucune ambiguïté sur sa position contre le Front National. Ce n'est pas la même chose. Dire que quelqu'un qui prône le racisme, l'exclusion, qui culpabilise le salarié qui, pour diverses raisons, a quitté son pays pour vivre, tout simplement, ou parfois pour éviter des bombes, pour éviter de mourir, dire que ça, c'est la même chose qu'un autre candidat qui, certes, vous le savez très bien, nous lui avons formulé un certain nombre de critiques, de très nombreuses critiques, parce qu'il a laissé quand même quelques traces. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, il a été ministre de l'économie et de l'industrie, mais nos valeurs, c'est l'antiracisme, c'est la solidarité internationale, et donc dire que c'est la même chose, c'est une erreur politique grave. Et donc c'est une erreur politique de la part de Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, qui refuse de donner une consigne de vote pour dimanche. Il a tort, on le voit, Jean-Claude Mailly. Il sera sur ce plateau la semaine prochaine. Eh ben, vous le saluerez de ma part. Ce sera fait. Je ne m'occupe pas de Laurent Berger. Chacun dans son couloir. Vous étiez unis il y a 15 ans, c'est pour ça. Non, Jean-Claude Mailly n'était pas... Non, mais il était fidèle au statut de son organisation. Voilà, chacun a ses statuts, ses règles de vie, et ce n'est pas à moi de dire aux autres que leurs statuts ou leurs règles de vie ne sont pas bonnes. J'essaie modestement de faire appliquer les règles de vie et les statuts de la Confédération Générale du Travail. C'est déjà pas mal. Tiens, justement, parlons-en. La CGT, hier, on va voir les images, lors de sa visite à la Vairie d'Albi, Emmanuel Macron a été interpellé par 10 manifestants CGT à propos de la suppression de cette loi travail qui est souhaitée par la CGT. Et ensuite, qui a été contestée par la CGT, la loi travail. A été contestée et qui le sera encore, si on le sait qu'il va aller plus loin, Emmanuel Macron, s'il est élu président. Et donc, Emmanuel Macron a répondu dans une allocution en rappelant un peu à l'ordre votre syndicat, vous avez dû l'entendre passer. Il a déclaré « Ce n'est pas la CGT qui est au second tour de l'élection présidentielle, ce n'est pas la CGT qui présidera le pays ». Qu'est-ce que vous lui répondez, Philippe Martinez ? Je lui réponds ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est « Continuons comme ça et la situation sera très grave dans 5 ans ou dans 10 ans ». Quand on n'écoute pas ceux qui sont en colère, ceux qui souffrent parce qu'ils ne gagnent pas assez, ceux qui subissent des lois comme la loi travail qui conduit à faciliter un certain nombre de licenciements, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens déçus et qui, quand on est déçu, en colère, eh ben, on ne fasse pas le bon choix aux élections politiques. Bien sûr, mais il parle de l'onction présidentielle, dire que voilà, il y aura X millions de voix qui ont voté pour lui, la majorité. Non, mais on est bien dans ce que je vous dis. Pour l'instant, il a fait combien au premier tour ? 24%. C'est une majorité des votants. 24% des votants. C'est une majorité, ça ? On a connu mieux. On a connu mieux. On a connu pire aussi. Ce qui veut dire que s'il est déjà dans l'idée que, parce qu'il fait, et je souhaite qu'il fasse un score, en tout cas que Marine Le Pen fasse un score le plus bas, donc que lui fasse un score le plus haut, s'il se met dans l'idée que tous ceux qui vont voter pour lui adhère à son programme, comme il l'a dit au soir du premier tour, c'est une grave erreur politique. On nous a déjà fait le coup. C'est le principe aussi des élections au second tour. On élimine, son premier choix, c'est au premier tour. Faut un peu et au second tour, on prend celui qui est le plus proche de vous ou celui dont on ne veut pas. Il faut un peu d'humilité. Il faut savoir écouter les citoyens. Il ne faut pas gonfler les épaules en disant « ça y est, vous avez voté pour moi, je ne m'occupe plus de vous ». Il faut, c'est ça, faire de la politique, c'est prendre en compte, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la diversité d'opinions dans ce pays, vu le résultat très serré du premier tour, en tout cas pour les 4 premiers candidats. Donc lundi 8 mars, si Marine Le Pen est battue, celui qui sera élu, donc Emmanuel Macron, devra prendre en compte cette diversité d'opinions. Parce que sinon, je vous le répète, ces 15 dernières années doivent attirer notre attention. On est reparti pour un cycle et on nous refera le coup dans 5 ans de dire « Oh là là, attention, l'extrême droite revient » en disant aux citoyens « Vous êtes des imbéciles, vous avez mal voté ».
En même temps, c'était ce matin, je pense qu'il était, il était sur Europe 1 ou sur RTL ou sur les deux, il a dit mais je ne compte pas modifier mon programme, je suis élu là-dessus. Le mal de notre démocratie, c'est justement ceux qui sont élus et qui ne mettent pas en place et qui rétropédalent à chaque fois. Oui, mais ça peut se défendre, hein, ça peut se défendre comme raisonnement. Oui, enfin, quand on fait 70% au premier tour, ça n'arrive. Oui, mais ça, donc il faut... Dans quelle république ou démocratie on fait 70% au premier tour? J'en sais rien. En tout cas, moi ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut écouter le fait que il y a un vote par défaut. C'est celui qui a eu le plus, me semble-t-il, si j'ai bien lu dans la presse, c'est celui qui a eu le plus de votes par défaut au premier tour. Ça s'appelle le vote utile. Voilà, 41% me semble-t-il. C'est ce que vous lui direz quand vous le verrez. Il a dit, c'était le 1er mai, il a dit je vais recevoir toutes les organisations syndicales pour me concerter avec elles. Qu'est-ce que vous lui direz, quand vous serez face à lui? Pour l'instant, je lui dis tenez vos engagements. Tenez vos engagements et... donc, si on veut redonner... Donc réformer le travail, donc flexibiliser le travail, c'est son engagement. Rencontrer rapidement les syndicats et écoutez-les. Que cette rencontre avec les syndicats ne soit pas un alibi pour dire « ça y est, je les ai vus, je me suis débarrassé des boulets, maintenant je fais ce que je veux ». Donc à vous écouter, Philippe Martinez, s'il est élu dimanche, Emmanuel Macron, il sera un peu mal élu parce qu'une grande partie des électeurs aura voté, encore une fois, contre le Front National et qui n'auront pas totalement adhéré à ses idées. Il sera mal élu. Il n'y a pas de mal élu ou de bien élu. Mais en creux, c'est ce que vous dites. Je dis simplement qu'il doit prendre en compte la façon dont il a été élu. Et au premier tour, on dit un peu la même chose. Vous êtes journaliste, moi je suis syndicaliste. Ça doit être des mots, la même chose avec des mots différents. En tout cas, un président de la République qui veut rassembler les Français, je crois qu'il l'a dit aussi, il faut qu'il prenne en compte. Or, pour l'instant, ce que nous, on constate, c'est aller plus loin dans la loi travail. Je ne vais pas refaire l'histoire de l'année dernière, mais c'est 70% de l'opinion publique qui était défavorable, la majorité des syndicats. Passer ça par ordonnance, ça nous rappelle un petit peu le 49.3. Oh, c'est plus démocratique, vous êtes dur, c'est plus démocratique les ordonnances que le 49.3. Ah bon, d'accord. Non, pas pour vous. On verra. Il y a une navette. Non, mais vous savez comment ça se passe dans la Constitution. Il faut faire voter 2 textes parlementaires. Il n'y a plus les navettes entre l'Assemblée et le Sénat. C'est pas le 49.3. On limite les possibilités d'amendement quand même. Oui, c'est vrai. On limite le débat parlementaire. Tout ce qui consiste... Pour aller plus vite, c'est pour aller... C'est un casus belli pour vous. Il l'a dit, il le fera, le fait de passer par ordonnance. Mais il connaît... C'est un casus belli pour vous, pour la CGT. Il connaît notre opposition depuis très longtemps. Je l'ai rencontré quand il était ministre de l'économie et de l'industrie. J'ai eu l'occasion de lui dire, il sait très bien ce que pense la CGT. Et puis il faudra qu'il fasse avec ou contre. Des mobilisations. Donc c'est un cas de guerre, c'est un casus belli pour vous, le vouloir... On n'est pacifistes, nous, à la CGT. En tout cas, c'est un cas de conflit social. Majeur. Plus que majeur, parce qu'il y a déjà des salariés qui voient arriver dans leur entreprise la loi travail. Et alors, c'est intéressant. Ils en mesurent les conséquences. Pratiquement, des changements d'horaire, des conditions de travail qui se dégradent. C'est toujours en défaveur du salarié. C'est plus de la théorie, là, la loi travail. C'est de la pratique que les salariés combattent, d'ailleurs. Et d'ailleurs, parfois qu'ils rejettent. On l'a vu, par exemple, chez RTE, une filiale d'EDF, qu'ils rejettent. Donc, un homme politique, ou une femme politique, d'ailleurs, et un président de la République, il faut savoir écouter ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas aussi d'ailleurs. C'est comme ça qu'on avance. Et dire « j'ai raison, je suis le sauveur suprême, je suis l'homme providentiel et je n'écouterai plus personne ». Le Deus ex machina, comme on dit. Exactement. Connaissant vos revendications, Philippe Martinez, je me dis quand même qu'il y a des mesures qui sont défendues dans le programme d'Emmanuel Macron qui doivent vous faire plaisir. Expliquez-moi. Non, le fait d'ouvrir l'assurance chômage aux indépendants, aux professions libérales, pourquoi ça vous fait sourire? C'est vrai, c'est le droit au chômage universel. Alors, sauf si on habille Paul pour déshabiller Jacques ou le contraire, c'est ça qui... Vous voyez que... je vous connais maintenant. Hein. Mais non, mais c'est pas que vous me connaissez, c'est que vous êtes intelligent. Et vous avez compris le sens de cette mesure. C'était le risque. Le risque, c'est de faire ça en enveloppe constante, c'est ça? Mais le principe de la protection sociale, qui couvre un certain nombre de champs, c'est vous payez, vous cotisez, pas charge, cotisation. Vous cotisez selon vos moyens et vous recevez selon vos besoins. Il n'y a pas plus noble comme formule. C'est un principe de solidarité. Or, lui, il veut enlever le peu qu'ont certains
pour le donner à ceux qui n'ont rien du tout. Il ne l'a pas dit, on ne sait pas. Pour l'instant, il dit juste les salariés tous les 5 ans pourront démissionner, Mais les il a pas dit artisans, qu'il les voulait, professions libérales pourront avoir le chômage. Il n'a pas dit qu'il voulait alléger les cotisations sociales. Lui dit les charges. Mais il n'a pas dit ça. De 3,1% en augmentant D'ailleurs, la CSG d'un c'est absolument scandaleux de prétendre, par exemple, qu'on va augmenter le pouvoir d'achat en baissant les cotisations. À court terme, c'est un peu le cas. À court terme. Mais quand vous payez, quand il y a moins de sous dans la sécurité sociale, il y a moins de prestations. Quand vous allez à la pharmacie, chez le médecin, ce que vous n'avez pas cotisé, vous le payez. C'est sûr. Donc, évidemment, vous le savez bien. Moins il y a de cotisations qui rentrent, moins il y a de recettes. Et donc, c'est le principe de réduire les dépenses. Et donc, vous remboursez moins les médicaments. Donc, ça veut dire que ce qu'on vous donne d'une main, on vous le reprend de l'autre. Donc, le principe du droit au chômage universel, oui, ça vous plaît. Bien sûr. Mais il faut faire rentrer des cotisations, et notamment celles des employeurs. Parce que là aussi, ceux qui gagnent le plus sur ce système d'allègement de cotisations, c'est quand même les entreprises. Enfin, les grandes, les très grandes. Et donc là aussi, si on continue comme ça, il y aura moins de recettes et on nous dira faut réduire les dépenses. Réduire les dépenses, c'est être moins remboursé, c'est moins rembourser les soins, c'est moins rembourser les médicaments. C'est des choses qu'on connaît déjà, ça n'a rien de neuf ça. Ouais. Au syndicaliste qui était, de CGT qui était devant lui hier à Albi, il a dit « Moi je mets 15 milliards d'euros, mon plan de formation, pour former les chômeurs, les jeunes sans qualification, ça doit vous plaire, vous devez applaudir, Philippe Martinez. » Mais c'est des choses qui existent déjà. Mais il met plus, il dit je mets plus. Ce qu'il faut faire, c'est premièrement former tout au long de la vie. C'est pas quand on est au chômage qu'il faut commencer la formation. C'est la formation professionnelle, mais même là, il propose des choses. Formation professionnelle continue. Anticiper des évolutions technologiques, ça ne se fait pas. Il y a beaucoup trop de formations utilitaires dans les entreprises et pas assez de formations qui anticipent ou qui permettent d'évoluer. Ça, c'est la première chose. Mais il faut aussi combattre les restructurations. Cette théorie qui consisterait à dire qu'il y aurait une vieille industrie qui devrait fermer et que tout passerait par des évolutions. Alors ils appellent ça révolution. Le numérique, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution comme l'arrivée des robots dans les entreprises. Donc il faut nationaliser Whirlpool comme le propose Marine Le Pen, s'il le faut ? Si c'est nécessaire, oui. Mais en tout cas, il faut permettre d'abord aux salariés, quand il y a des restructurations, de proposer des alternatives. Les salariés connaissent bien leur entreprise. Ils savent où il faut faire des économies. Ils savent où il faut investir. Pourquoi dans les entreprises, on n'investit pas assez? C'est-à-dire qu'on use les machines, puis après on dit on n'est plus bon parce que vous savez bien que les investissements diminuent. Donc voilà, il y a des propositions. Et plutôt que de dire, oui, mais on n'y peut rien. Pas assez vite. Ils progressent, mais pas assez vite. Quand on regarde les chiffres depuis les investissements, quand on les regarde depuis un an, c'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Il y a du rattrapage, il y a du retard aussi. Vous allez sûrement dans quelques entreprises, quand vous voyez avec quoi travaillent les salariés, parfois vous vous dites, mais attendez, on nous parle de numérique, etc. Ils travaillent encore comme il y a 100 ans. C'est pas logique. Il faut investir. Et d'ailleurs, les gouvernements devraient aider plus les entreprises qui investissent et qui créent de l'emploi, plutôt que de donner des aides et ne pas vérifier à quoi elles servent. Vous parlez du CICE, du pacte de responsabilité, par exemple. Bon, je vais quand même essayer de trouver une mesure qui plaît à Philippe Martinez dans le programme d'Emmanuel Macron. Dites-moi. Le bonus-malus sur les contrats de travail. Ou sur l'assurance chômage, non, c'est sur l'assurance. C'est le fait de dire finalement, pour les entreprises qui ont trop recours de manière exagérée aux contrats courts, il y a des malus et des bonus pour ceux qui créent des contrats stables. Il faut en tout cas taxer l'utilisation. C'est ce qu'il propose, ça vous plaît ça? J'ai du mal. Oui, moi aussi j'ai du mal parce que je l'ai étudié. Puis en plus, c'est pas un homme tout neuf quand même. Il a sévi déjà. Il a sévi. Donc pourquoi ne l'ont-ils pas fait ces dernières années alors que la CGT le propose? Ah, donc vous êtes favorable? Donc j'ai trouvé. Mais oui, à condition qu'on nous explique comment ça va être financé. Ça va être financé, à partir de quand ça va être taxé. Mais nous, on a des tas de propositions sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Tout le monde dit il faut plus que ça existe. Ça fait 20 ans qu'on nous dit ça. Pourquoi il n'y a pas de mesures qui contraignent les entreprises à l'appliquer? Les cotisations, vous savez que les très très hauts salaires, leurs cotisations sociales sont plafonnées. Ouais. Nous, on propose qu'elles soient déplafonnées. Ça fait beaucoup de rentrées d'argent. Ça, on n'y touche pas. Et quand je parle des très très hauts salaires, c'est des salaires qui dépassent largement me semble-t-il, les 15 000 euros. Vous voyez, on n'est pas... Par mois? Oui, évidemment. Précisons. Par mois.
très haut salaire, 15 000 € par an. Alors là, Vous me précisez, c'est vrai. Vous avez raison. Alors, 15 000. Eh bien, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ou ne l'a-t-il pas suggéré à l'oreille du président, puisque je crois comprendre qu'il avait beaucoup d'influence sur le président. Voilà. Donc, et sinon, là-dessus, il faut des actes. Sinon, et on finit là-dessus, une mesure qui est dans son programme économique qui vous plaît. Et on finit là-dessus. Je sèche. Vous sachez? Ah, je sèche. Bon, le contrat bonus-malus, il faut voir comment est-ce qu'on le finance, mais... Voilà, on va regarder. Mais j'ai des doutes. Bon, on soulèvera Et le ce n'est cap. pas un procès d'intention. C'est aussi l'expérience du passé de M. Macron. Bon, on en reparlera le moment venu. Vous reviendrez. Quand vous voulez. Philippe Martinez était votre invité, le secrétaire général de la CGT, en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt.